Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour la présentation de ce Ramsès 2023. Merci à ceux qui sont près de nous, merci à ceux qui sont plus loin. Ce Ramsès 2023 est le 41e du nom. On m'a dit que certains étaient fiers d'être le 3e du nom, mais nous sommes un peu plus anciens, 41e du nom. Bien entendu, ce Ramsès fait une très large part centrale aux événements du continent européen et bien sûr à ce qui se passe en Ukraine, pour des tas de raisons que vous connaissez très bien. D'abord parce que ces événements secouent l'Europe qui s'était endormie dans la croyance à sa paix universelle et éternelle. Et puis parce que ces événements sont porteurs de conséquences internationales lourdes sur les équilibres, les grands équilibres géopolitiques, sur l'avenir du multilatéralisme, etc. Le Ramsès parle donc d'Europe, mais il parle de beaucoup de choses au-delà de l'Europe. Il parle de l'Asie et il parle beaucoup d'Afrique, pour une raison très simple qui est que nous savons tous que la sécurité européenne n'est pas définie simplement par ce qui se passe en Europe et que l'Ukraine risque de nous faire oublier que l'année 2022 ne s'est pas ouverte pour les Français sur la guerre d'Ukraine, mais sur le malheur du Mali et plus largement de l'Afrique de l'Ouest. Alors nous allons donc traiter cela dans les 2 heures qui viennent. Dans la première heure que j'ouvre maintenant, nous allons surtout nous focaliser sur l'Ukraine et nos Europes, l'Europe en tant que continent et l'Union européenne avec Tatiana Jean, qui est, vous le savez, le directeur ou la directrice, je ne me suis pas renseigné avant, excusez-moi, la directrice du centre Russie-NEI de l'IFRI, et Claude-France Arnoux, ancien ambassadeur, qui a dirigé en particulier l'Agence européenne de défense et qui nous fait l'honneur de conseiller l'IFRI sur les questions européennes. Alors on va procéder de la manière suivante. Je vais commencer par leur poser à chacune 2 questions, énormes naturellement, qu'elles auront la charge de traiter en une dizaine de minutes, selon nos bonnes méthodes, et puis après, eh bien, nous parlerons ensemble de tous ces problèmes. Donc Tatiana, vous allez ouvrir le feu, si je puis dire, et je vais vous poser 2 questions extrêmement simples que vous allez le voir. La première question, c'est pourquoi ? Pourquoi en un seul mot ou pourquoi en 2 mots ? C'est-à-dire pourquoi est-ce que le 24 février, les Russes prennent cette décision qui pour nous est tout sauf rationnelle, évidemment, prennent cette décision contre l'Ukraine. On a tout entendu au niveau des explications, la volonté de reconstituer l'URSS, la volonté de reconstituer l'Empire russe, la détestation de l'Occident, le mépris de l'Ukraine, la nécessité de consolider le régime interne, etc. Qu'est-ce que 6 mois après, vous pourriez dire sur la raison stratégique et les objectifs tactiques de cette intervention ? Et puis, la deuxième question, mais on n'aura pas le temps certainement de tout traiter en ce début, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que les événements nous disent sur la Russie politique ? Pas seulement le fonctionnement du régime, ça tout le monde en parle, mais le rapport entre le peuple russe et son régime tel qu'il existe à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que vous me remerciez du caractère concis et simple de ces questions. Absolument. Tatiana, vous avez la parole. Mais je vais d'abord vous remercier de m'avoir sélectionné pour présenter sur Ramsès, parce que c'est un vrai ouvrage collectif, avec je crois combien, une cinquantaine d'auteurs, et qui c'est dirigé par un chef d'orchestre virtuose qui est Dominique. Donc je suis extrêmement honorée et merci aussi pour vos questions qui sont très ouvertes. Et les réponses auxquelles ne sont pas du tout univoques, mais plutôt multidimensionnelles. La réponse, en fait, pourquoi elle reste 6 mois après le début de la guerre, très politique et très idéologique. En fonction des personnes à qui vous posez cette question, vous allez avoir soit la raison évoquée de l'élargissement de l'OTAN et de Poutine, à qui on n'a pas, nous, l'Occident, on n'a pas laissé le choix, soit la folie d'un dictateur qui, après 22 ans au pouvoir, ne sait plus faire le ratio entre les coûts et les bénéfices de l'opération. Et c'est très intéressant dans les sondages, par exemple russes, où vous avez une partie des gens qui vous disent
que l'opération militaire spéciale, c'est la litote russe pour parler de la guerre, a été lancée pour stopper l'élargissement de l'OTAN. D'autres disent que c'est pour défendre les habitants de DNR et LNR, les républiques séparatistes, ou encore pour annexer les territoires dont la Russie aurait besoin pour une raison ou pour une autre. Et je pense que c'est très volontaire, en fait, dans le discours russe, d'entretenir la présence simultanée de plusieurs éléments. De cette manière, chacun y trouve finalement son compte. Si on n'est pas d'accord avec l'un des arguments, on s'y retrouvera forcément par ailleurs. Pour moi, en fait, la réponse à la question pourquoi, c'est la rencontre entre trois choses, trois facteurs. À mon avis, les autorités du pays, et plus nommément Vladimir Poutine, parce que la prise de décision est extrêmement concentrée en Russie, il a estimé que cette opération était premièrement nécessaire, indispensable, deuxièmement inévitable, et troisièmement possible à gagner. Nécessaire pourquoi ? Nécessaire pour enfin régler le problème ukrainien. Et moi je pense que l'élargissement de l'OTAN n'est qu'un élément dans l'ensemble, n'est qu'un élément du problème, même si en effet on peut reparler du dilemme insoluble de la sécurité invisible telle que la Russie l'entend, contre la liberté de choisir ses alliances, et puis l'obsession avec l'élargissement de l'Occident. C'est aussi un très bon emballage qui est souvent très très bien en Occident auprès de certaines forces politiques. Mais quand vous remontez les différentes déclarations sur l'OTAN de Vladimir Poutine, en 2004 par exemple, il disait que la Russie n'avait aucune préoccupation sécuritaire à la suite de l'élargissement de l'OTAN vers les pays baltes. Et en 2002, il disait que l'adhésion déjà après le début de la guerre, que l'adhésion de la Suède et de la Finlande ne porte pas de menace pour la sécurité en Ukraine, telle que la situation aurait pu être avec l'Ukraine. Donc le problème, c'est vraiment l'Ukraine. Et quand vous lisez tous les articles extrêmement violents qui nient la souveraineté et même l'identité de cet État, vous comprenez bien que c'est en soi, l'Ukraine est devenue un problème, y compris avec une charge émotionnelle extrêmement forte de Vladimir Poutine, car ce pays, depuis l'indépendance, n'en fait qu'à sa tête et lui fait subir différents échecs depuis 2004 finalement. Et plutôt que la dénazification et démilitarisation de l'Ukraine, je pense que l'idée en tête, c'était vraiment la déukrainisation et désouverainisation de ce pays. Il y a peut-être quand même un point qui est important pour Vladimir Poutine qu'on retrouve à travers ses plusieurs discours. C'est un point sur les compatriotes à l'étranger, sur le traitement des populations russophones à l'étranger. Et on voit bien quelle charge émotionnelle ça porte pour lui, cette question-là. Quand, en 2005, il parle de la grande catastrophe géopolitique, de la chute de l'URSS, la phrase suivante, en vérité, porte sur les gens, sur les Russes qui se sont retrouvés à l'étranger. Et parmi les plus grandes irritations en fait, de Vladimir Poutine, c'est le traitement des populations russophones dans les pays baltes, etc. Même s'il pervertit aussi ce sujet par la suite, en distribuant les passeports russes, il se donne le droit, depuis 2009, d'aller chercher, d'aller défendre les compatriotes russes avec les armes à la main. Inévitable aussi, car Vladimir Poutine, très clairement, et de plus en plus, c'est dans l'espace public aujourd'hui, voit cette guerre non pas comme une guerre locale, non pas comme une guerre régionale, mais comme une guerre contre les États-Unis, contre la domination des États-Unis dans le monde. Inévitable car le nombre de tensions s'accumule au fil des années et comme Poutine avait dit dans une des interviews, si la bagarre est inévitable, il faut frapper le premier. Donc je pense que c'est tout à fait ce qu'il est en train de faire avec la guerre en Ukraine. Et puis troisièmement, la guerre possible à gagner, et ça c'est depuis 6 mois, on a beaucoup parlé des erreurs de jugement qui traduisent au fond toute l'état d'un régime autoritaire. La solitude d'un leader qui est mal renseigné, l'incompréhension de ce que c'est de l'Ukraine et son armée, la non-croyance à ce que l'Occident puisse être solidaire de l'Ukraine au point qu'on l'affiche et qu'on le prouve depuis 6 mois. Je pense que le retrait désordonné des Américains de l'Afghanistan a beaucoup joué aussi dans la perception de la faiblesse occidentale, mais aussi dans un autre registre plus régional, la guerre dans le Haut-Karabakh où l'Occident finalement ne réagit pas tellement à la modification du rapport de force imposé par la guerre que mène l'Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie.
pardon, il y avait il y a une interférence avec un le... écho. Allez-y. Et donc voilà, plusieurs erreurs de jugement. Le seul point sur lequel Poutine ne s'est probablement pas trompé dans cette guerre, c'est qu'il allait pouvoir neutraliser une partie des actives de sa société civile, de la population russe, et bénéficier d'un soutien des autres. Ça, on peut en reparler. Et aujourd'hui, en fait, il se retrouve quelque peu pris dans son propre piège, où il lui est impossible de reculer. Pas possible de déclarer la mobilisation générale. Je pense que c'est une option qui peut être considérée sur la table, mais qui peut avoir des conséquences, un impact politique à l'intérieur de la Russie extrêmement fort. L'armée russe est un manque de ressources humaines. Il y a des recrutements qui se font en prison. Il y a le manque des munitions, au point où la Russie est obligée d'aller les chercher en Corée du Nord et en Iran. Le moral des troupes est extrêmement bas. J'avais lu cet été, comme peut-être certains d'entre vous, le livre Azov, qui est le témoignage d'un soldat qui avait fui le champ de bataille et qui se retrouve aujourd'hui en France. Et si certains éléments se recoupent avec ce qu'on peut lire par ailleurs, donc en effet, l'état moral des troupes, c'est un facteur qui joue énormément. Et récemment, à Vladivostok, Vladimir Poutine a dit que la Russie n'avait rien perdu depuis 6 mois ayant lancé cette guerre. Moi, je pense que la Russie a beaucoup perdu dans cette guerre et que la recomposition de l'ordre mondial tel qu'elle voulait l'imposer par cette guerre, quand on est marginalisé par rapport à l'Occident, qui reste la pièce maîtresse de l'ordre mondial, s'imposer comme garant de sécurité européenne et même assurer sa propre stabilité politique est un véritable défi et challenge qu'on verra a fortiori dans les conditions où ces derniers jours l'offensive ukrainienne était plutôt réussie. Donc c'est un étau qui peut plutôt être fatal, je dirais, au système de Vladimir Poutine si l'offensive confirme ses succès, si elle se prolonge, etc. Et ça me permet de passer à votre deuxième question, Dominique, pour donner quelques éléments. C'est très clivé, très polarisé, l'image qu'on a aujourd'hui de la Russie, autant au sein des élites qu'au sein de la population. Et en plus, ça évolue extrêmement vite dans le temps. Les élites russes sont passées, d'après les interviews qui ont pu être menées avec les uns et les autres d'une manière anonyme, sont passées d'un choc plutôt à une consolidation autour de Vladimir Poutine et à une certaine rancune renforcée envers l'Occident, avec les sanctions, etc. Mais il faut dire qu'à part Anatoly Chubais, dans les têtes du régime, il y en a peu qui ont démissionné. Il y en a en fait, c'est plutôt le seul qui a fui à l'étranger pour manifester son désaccord de cette manière, en quelque sorte, avec ce qui est en train de se passer et probablement la peur pour son propre destin. Il y a beaucoup de choses qui sont rapportées aujourd'hui par les chaînes Telegram, sur les désaccords et vraiment les tensions très fortes qui existeraient aujourd'hui entre Vladimir Poutine et ses généraux. Il y a le dernier en date, le général qui commande la 29e armée du district militaire ouest, qui a été nommé il y a 16 jours, venait d'être licencié à la suite de la série de défaites subies dans la direction de Kharkiv. Mais il y a une sorte d'unité affichée, mais cette unité, je pense, elle est très fragile. Même chose côté opinion publique. Dans les sondages, vous avez 60 ou 16% de soutien à l'opinion publique. C'est un petit peu moins qu'au mois d'avril, mais l'affichage, en tout cas, reste extrêmement solidaire de l'action de Vladimir Poutine. 80%, 83% même approuvent l'action du président russe aujourd'hui. Mais derrière cela, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez des actes de protestation qui continuent en dépit de toutes les répressions qui sont en cours en Russie. Les derniers en date qui sont très intéressants, c'est 2 lettres adressées à la Douma d'État par les conseils municipaux et qui appellent Vladimir Poutine à la démission. Vous avez une partie qui a plutôt peur, qui s'exprime plus beaucoup, qui ne parle même pas avec les proches, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations dans la société.
Et vous avez aussi, il faut reconnaître les tendances plutôt à une manifestation du nationalisme russe, du chauvinisme, du mépris pour les Ukrainiens. Donc c'est extrêmement clivé. Pour finir, il n'y a pas une tendance qu'on pourrait dégager aujourd'hui. Vraiment, la Russie, elle est fractionnée entre plusieurs courants, plusieurs camps. Merci beaucoup. Juste une toute petite question qui m'est suggérée parce que vous venez de dire, pour ma génération, on se souvient de l'effet des retours d'Afghanistan. Bien sûr, les pertes, les chiffres des pertes sont extrêmement difficiles à crédibiliser de part et d'autre, mais ces retours d'Ukraine, ils sont visibles, ils pèsent pas, ils sont ignorés? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, quoi? C'est-à-dire qu'on n'en parle pas? On en parle très peu, en fait. Hein. Vous avez au niveau local... Donc ils ne sont pas visibles? Ils sont peu visibles. Au niveau local, vous avez des activistes qui essaient de répertorier, qui essaient d'aller voir les tombeaux, qui réunissent les informations sur le nombre de soldats qui ont pu être morts. La majorité de la société civile, c'est assez ambigu parce qu'à la fois, ils peuvent dire « nos garçons sont en train de mourir, ils se font tuer par les Ukrainiens ». Et en même temps, il y a le discours sur « il n'y a pas de conscrits dans cette armée, ce sont les gens qui ont été enrôlés sur contrat, donc ils savent les risques qui pèsent sur eux, etc. » Et ne parlons pas des mercenaires Wagner qui participent ou des gens qui sont recrutés en prison. Ce n'est pas encore, en tout cas, le point dans la société russe. Il est évidemment évoqué parce qu'il reste des forces libérales et démocratiques en Russie. Et il y en a de moins en moins. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées, qui étaient capables de mobiliser encore la société pour des protestations. Mais pour la large majorité de l'opinion publique, c'est comme si mort, pour l'instant, n'existait pas. Il y a peu d'associations qui peuvent relayer en fait, l'inquiétude, faire monter les chiffres, etc. Et bon, on sait bien que les chiffres précis, les chiffres qui sont donnés, ne sont pas exacts, ne reflètent pas la réalité des choses. Merci beaucoup, Tatiana. Claude Fransart-Arnoult, on va passer à notre Europe, à l'Union européenne. Nous souvenons, comme si c'était un autre siècle, du début de la crise du Covid, car il y a eu une crise avant l'Ukraine, et des sourires, parfois peinés, qui s'adressaient à l'Union européenne, qui avait d'abord fait montre de son anarchie, ensuite de sa mobilisation, etc. Est-ce que face à la crise ukrainienne, on peut la juger différemment? Comment apprécieriez-vous, vous, aujourd'hui, la position de l'Union européenne face à cette guerre en Ukraine? Et deuxième question qui est un peu la même, est-ce que cette position, si elle est identifiable, est-ce qu'elle est durable? Je crois que je suis la seule à avoir un micro à tenir comme ça. C'est une marque de votre importance. Je crois que c'est, pour des tas de raisons différentes du Covid, peut-être que ce qui est important de noter, c'est qu'elle a été, à tous égards, un petit peu une surprise par sa force. Force parce que consensuelle, force parce que rapide, assez immédiate, et force parce qu'elle a mobilisé la panoplie de ce que l'Union européenne peut mobiliser. Après, il faut, et c'est la deuxième partie de la question que vous posez, c'est quelle est l'efficacité, combien de temps ça peut durer. Mais donc, je pense que ça a été une surprise, et peut-être il est regrettable que ça ait été une surprise, parce que ça a été aussi probablement une surprise pour les Russes. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas nécessairement à une réaction de ce type. Pas seulement d'ailleurs de l'Europe, aussi du côté américain, enfin de ce qu'on appelle souvent l'Ouest, l'Occident. Donc c'était plus fort que prévu. Elle a mobilisé, bien sûr, les sanctions. Alors, les sanctions dont on parle énormément dans le domaine financier, dans le domaine de l'énergie, celles qu'on oublie un petit peu plus, aérien, transport, commerce, évidemment la question des visas, et puis les sanctions générales et les sanctions individuelles contre des personnes et contre des entités. Elle a traité beaucoup mieux que dans des crises précédentes l'accueil des réfugiés, que ce soit par l'accueil des personnes. 7,5 millions d'Ukrainiens sont arrivés dans les pays de l'Union européenne.
et avec des dispositifs qui ont été ingénieux, qui ont permis de traiter immédiatement, d'accorder immédiatement l'entrée à ces réfugiés, et puis d'avoir en même temps une aide humanitaire pour les réfugiés. De manière plus spectaculaire, elle a même affiché une aide militaire et la capacité, dans le cadre de l'Union européenne, de financer par la facilité, ce qu'on appelle à l'Union européenne la facilité de paix, des exportations d'armes. Là, on entre dans ce qui était beaucoup moins prévu, vu les doutes, les hésitations, voire même les tabous qu'il pouvait y avoir dans certains États membres sur le fait que l'Union européenne puisse s'engager à soutenir financièrement des exportations d'armes vis-à-vis d'un pays en guerre. C'est notamment un revirement spectaculaire pour l'Allemagne. Et on a parlé de Zeitenwende, vraiment d'un changement historique de la part de l'État membre le plus sensible sur ces questions de mobilisation des moyens militaires et notamment des exportations d'armement. Donc là, c'est 2,5 milliards sur cet instrument financier européen qui s'ajoute évidemment à l'aide des différents États membres. Il y a évidemment de surcroît l'aide à moyen et long terme, y compris avec des promesses très importantes d'aide macroéconomique, et puis l'aide à la reconstruction, dont il faudra voir quelle forme elle prend et quelle est la direction qu'on donne le moment venu à cette aide à la reconstruction. Et puis, il y a la relation future de l'Ukraine avec l'Union européenne, dont la question qui a été posée et qui a reçu une réponse claire, qui est celle de l'adhésion, puisque la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne a été acceptée au niveau du Conseil européen. Un autre plan qui est, je crois, aussi très important, c'est qu'en même temps qu'il y avait ces actions punitives vis-à-vis de la Russie et d'assistance vis-à-vis de l'Ukraine, la volonté de l'Union européenne de se renforcer, de prendre les leçons sur sa capacité à réagir. L'adhésion, oui, a-t-on dit, mais ça ne veut pas dire une dilution de l'Union européenne, ça veut dire qu'on doit se mettre en mesure de faire ça, d'accueillir de nouveaux États membres de manière efficace et qui ne dilue pas l'Union européenne. Deuxièmement, toutes les décisions qui ont été prises par les États membres et au niveau de l'Union européenne, donc simultanément en matière de défense, avec là encore la décision allemande très spectaculaire de passer à 2% du PIB allemand, c'est-à-dire le PIB évidemment qui compte dans l'Union européenne. Quand les Américains demandent 2%, c'est vrai que si c'est un petit État membre qui fait 2%, ça ne va pas changer la nature de la part que les Européens prennent dans l'effort de défense. Quand c'est 2% d'un PIB allemand, ça devient significatif. Et le chancelier a dit que ces 2%, ils seraient utilisés pour faire de la Bundeswehr une armée hautement capable technologiquement. Donc ce n'est pas simplement une mise à niveau, ce ne sont pas des coûts administratifs dont on parle beaucoup, c'est vraiment un changement de nature de la Bundeswehr. Autre domaine évidemment très important, c'est toutes les décisions qui sont en train de se prendre dans le domaine de l'énergie, pour avoir une politique européenne de l'énergie qu'on a toujours peiné terriblement à amorcer, et qui là, sous la pression des événements, est quand même en train de se dessiner de manière très significative, et qui devrait faire converger à la fois ce qu'il advient à la suite de la guerre en Ukraine et de nos propres sanctions et des réactions de la Russie sur le gaz et le pétrole, mais aussi de ce que doit être la transition climatique. Donc les deux, dans ce domaine en tout cas, les deux agendas devraient se rejoindre. Et puis peut-être le dernier élément, on pourrait en citer beaucoup plus, celui de l'autonomie stratégique, ça ne va pas de soi, ça mérite certainement d'être discuté, parce qu'on peut dire qu'à la fois on s'engage à augmenter, à accroître notre autonomie stratégique dans l'Europe, mais en même temps, est-ce que ça va être une réalité? On le verra, notamment dans le domaine de la défense, de voir si on se contente de dépenser ces 2% en achetant sur étagère, ou si vraiment on fait émerger une vraie technologie, industrie européenne avec une souveraineté stratégique européenne. Et le dernier élément, je crois très important, c'est de rendre toutes ces mesures supportables pour les citoyens européens, c'est-à-dire toutes les politiques internes d'accompagnement qui fait que ce qui va être dur, et tous les
chefs d'État et de gouvernement dans leur propre pays annoncent que les temps vont être difficiles, mais que ce soit néanmoins supportable pour les populations, donc y compris des mesures économiques et sociales et d'adoucissement de la situation énergétique dans chaque État membre. Alors les limites, je ne sais pas combien de temps il me reste pour les limites, c'est limité. Oui. C'est qu'effectivement... Par rapport au nombre de limites, très peu de temps. Il faut que ce soit efficace, il faut conserver son souffle, et que non seulement les chefs d'État et de gouvernement ou les ministres conservent tout, mais que les peuples conservent le souffle au-delà de l'émotion actuelle. Surtout si on s'engage dans une guerre de longue durée, et la convergence profonde entre les États membres. Et là, je crois que là-dessus, il y a effectivement énormément de doutes sur cette durabilité de l'effort actuel. Bon, les divisions, on les voit apparaître. Alors, on cite toujours la Hongrie. C'est intéressant parce qu'il y a à la fois effectivement un cavalier seul hongrois, mais qui n'est pas si solitaire que ça. Il est solitaire dans ses modalités et dans son expression au plus haut niveau, mais on commence à avoir des manifestations dans beaucoup de pays membres de l'Union européenne, y compris en République tchèque, en Allemagne. On peut craindre les mêmes mouvements dans d'autres États membres. Donc de voir, au-delà des choix politiques des dirigeants, comme c'est le cas en Hongrie, ce que va être la pression des opinions publiques, notamment liée à la crise de l'énergie et à l'inflation que ça déclenche, et donc aux questions de coût de la vie. Alors j'ai lu l'éditorial du Monde d'aujourd'hui. Il est certain que ce fait, cette lassitude des opinions publiques, est utilisée par le Kremlin et par la propagande. Ça ne veut pas pour autant dire que ça n'existe pas. C'est utilisable et c'est utilisé, mais c'est quand même un sujet en soi de voir combien nos peuples, notre opinion, pourra durablement tenir dans cette situation. Deuxièmement, nous avons fait des promesses d'une importance stratégique pour l'avenir de l'Union européenne, et pas seulement stratégique, économique, financière, institutionnelle considérable, notamment l'adhésion. Il faut voir ce que ça devient dans le long terme, puisque au-delà des promesses, au-delà des mots, chacun sait, et ça c'est quand même incontestable, qu'une adhésion, sauf à changer complètement les critères d'adhésion, est un processus long. Donc de voir comment on évolue vers l'élargissement à de nouveaux États membres, tout en ne les invitant pas dans une maison vide ou dans une maison qui ne fonctionne plus. Ça a toujours été le dilemme de l'élargissement. Donc on dit en même temps, et c'est aussi le discours du chancelier Scholz récemment, que ça signifie qu'il faut à la fois que les pays membres respectent les conditions d'adhésion, et là il y a beaucoup de travail de leur côté. Alors on les aidera, mais ça veut quand même dire qu'ils doivent se mettre en mesure de le faire et que ça soit vérifié. Deuxièmement, il faut que nous, on soit en mesure de les accueillir. Et là, je prendrai peut-être que cet exemple en laissant les autres points d'interrogation de côté pour la discussion. Ça veut dire probablement une réforme des traités, parce qu'il va falloir trancher. Mais elle était déjà en cours de discussion, on reconnaissait déjà qu'il faudrait sans doute, alors après il y a des nuances dans la manière de le dire, mais sans doute, en tout cas ne pas exclure une révision des traités. Et si on veut effectivement pouvoir fonctionner à plus de 30, on ne peut pas fonctionner avec une commission où chacun a un commissaire. Enfin, en tout cas, on peut se dire qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Il y aura la question des voix, que ce soit au Conseil ou au Parlement européen. Là, on entre dans cette question qu'a abordé le chancelier Scholz dans son discours, qui est très dur. Alors, si on dit que ça n'est plus un commissaire par État membre, est-ce que 2 commissaires, pour que ce ne soit pas kafkaïen, pour reprendre les termes du chancelier Scholz, 2 commissaires pour un même sujet, c'est mieux, c'est moins kafkaïen? Ça n'est pas sûr. Et c'est quelque chose qu'il faudra évidemment discuter. Il y aura la question du compte des voix au Conseil, au Parlement européen. Le fait de passer à la majorité qualifiée pour des décisions de politique étrangère, c'est très lourd. Ça veut dire qu'on peut, surtout si on considère que la politique étrangère inclut la politique de sécurité et de défense, ça veut dire que vous pouvez vous faire battre avec
un établissement de la majorité qui évoluerait considérablement si on passe à 30 États membres, vous pouvez vous faire battre sur l'engagement de vos soldats. Ce qui est aujourd'hui difficilement contestable. Alors moi je suis d'une génération qui a aussi des souvenirs, on avait le compromis de Luxembourg. Donc ça veut dire qu'on levait la pancarte et on disait j'ai un intérêt vital, y compris sur une question agricole. Bon là, on ne peut pas imaginer une politique étrangère avec un vote à la majorité qualifiée si ça inclut des sujets aussi vitaux que la défense sans qu'il y ait une modalité de frappe. Conclusion sur ces difficultés et qui encore une fois c'est de manière vraiment sommaire ce que je viens d'ébaucher, c'est que pour moi ce qui me paraît le plus important, c'est que les pays fondateurs ont créé l'Union européenne sur un projet de paix entre des États membres qui s'étaient séculairement fait la guerre, l'Allemagne et la France. L'impression aujourd'hui, et c'est vraiment pour lancer en partie la discussion, c'est que pour nos nouveaux États membres, et notamment ceux qui sont sur près de la ligne de front avec la Russie, le projet européen, il est là pour affaiblir durablement la Russie, le voisin, avec lequel il y a un antagonisme séculaire. Et ça n'est pas ce qui présidait à la création de l'Union européenne. C'était un projet de paix, de prospérité sur le continent. Et je crois que la solidarité qu'on constate maintenant, qui a quand même été solide, sa condition, c'est quand même qu'on s'entende sur la fin. Alors, dans le double sens du mot fin, la fin, c'est-à-dire qu'il faut peut-être considérer que cette guerre ne doit pas être envisagée sans fin, sans qu'il y ait un terme, mais aussi la fin au sens de finalité, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons comme situation sur le continent. Est-ce que nous avons une construction européenne pour affaiblir le voisin qu'est la Russie, ou est-ce que nous avons une construction européenne pour avoir un continent en paix, et qui contribue d'ailleurs de ce fait à la paix mondiale et à la résolution de sujets tout aussi vitaux et cruciaux que sont les menaces qui pèsent sur l'ensemble du monde et de la planète. Merci beaucoup, Claude France. Juste une toute petite question très simple. Est-ce qu'on peut imaginer une autonomie européenne industrielle si l'autonomie politique reste comprise dans l'Alliance Atlantique? Ce qui est vraisemblablement le cas. Ce qui sera vraisemblablement le cas. Je caricature, mais... Oui, en caricaturant, ça rend la question encore plus compliquée. Plus facile. On pourrait aussi dire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez les capacités, que vous avez un intérêt à construire ces capacités, que vous encore une fois, vous servez votre intérêt, que ce soit votre intérêt de défense, mais aussi votre intérêt économique, vos emplois, votre balance commerciale. Vous avez une chance de peser et d'intégrer cette notion d'autonomie stratégique. Alors maintenant, est-ce que c'est une autonomie totale? Ça, c'est évidemment, il faut nuancer. Enfin, personne ne cherche l'autarcie dans le domaine de l'armement. Mais qu'on ait des capacités européennes qui soient non dépendantes, ça, je pense que ça devrait être une leçon additionnelle de la guerre qui réapparaît, c'est qu'il nous faut des capacités de défense qui ne soient pas dépendantes. On peut très bien avoir notre allié principal, puisque vous parlez de l'OTAN et que c'est ça la vraie question, qui décide que l'essentiel de ses propres capacités, il va les déployer sur un autre théâtre. Et d'ailleurs, il va nous demander de venir avec lui sur cet autre théâtre. C'est toute la question de l'OTAN et l'article 5. Est-ce qu'on continue de le limiter à la zone euro-atlantique, ou est-ce que ça devient aussi une alliance face à la Chine? Donc, moi, je crois qu'il faut travailler en tout état de cause sur des capacités indépendantes, que de toute façon, pour l'allié que sont les États-Unis, ce sont des capacités, donc c'est très bien, et ça donne un vrai pilier de l'OTAN qui fait des Européens des alliés utiles, mais pour autant de travailler effectivement à la non-dépendance, et ça passe par l'industrie et la technologie. Merci beaucoup. Tatiana, je vais me retourner vers vous. Le débat sur les sanctions européennes et occidentales en général, il est passé par plusieurs phases. Au début, on s'est dit
Il y a même des ministres extrêmement importants du gouvernement qui ont expliqué que ça allait faire écrouler la Russie très rapidement. Et puis il y a eu une deuxième phase où on s'est dit qu'on s'était surtout tiré dans le pied et que ça ne marchait pas. Et puis aujourd'hui, il y a une troisième phase qui consiste à dire oui, ça nous fait mal à court terme, mais ça va leur faire très mal à long terme. Ils ne peuvent plus faire voler leurs avions, etc. Quelle est votre appréciation synthétique de ces différentes analyses ? En gros, sur la résilience de l'économie russe et donc de la société russe à l'ensemble des changements que nous avons pris. Juste pour préciser, le but des sanctions, c'est quand même un but politique, de faire changer de Vladimir Poutine d'intention. Et oui, en 2014, avec les premières sanctions, on constate que d'une part, elles n'ont pas eu d'effet dissuasif, mais aujourd'hui, avec le début de la guerre, on a deux dimensions qui se rajoutent qui n'étaient pas là en 2014. C'est de faire mal, en effet, à l'économie russe, avec l'objectif de contraindre l'effort de guerre. Et c'est aussi, on a toujours dit, on ne vise pas la société, la population russe. Eh bien, ce n'est plus tellement le cas. Il y a quand même aujourd'hui des sanctions qui sont là aussi, qui visent la population russe autant que les élites, mais par des moyens différents. En ce qui concerne l'impact purement économique, là aussi, le tableau est assez contrasté. On voit dans un premier temps 3 succès que la Russie affiche face aux sanctions. Premièrement, elle ne s'est pas écroulée quand le système SWIFT a été coupé pour plusieurs banques. La Russie avait mis en place depuis 2014 son propre système de paiement qui ne marche pas partout à l'étranger, mais il y a certains pays qui ont rejoint. La Chine a quelque peu aidé avec le système Union Paid, même si elle a l'air de revenir un peu en arrière et que, comme souvent avec la Chine, sans crier gare, mais elle fait marche arrière, les cartes marchent pas partout et moins bien qu'avant, mais par exemple un pays comme la Turquie souhaite que le système russe MIR fonctionne aussi en Turquie. Le deuxième succès, c'est le rouble qui est stabilisé, encore une fois avec des bémols, parce que le cours du rouble est un cours artificiel. On peut pas, la population aujourd'hui ne peut pas simplement aller acheter dans une banque le rouble avec le taux qui est officiellement affiché. Et troisième succès, c'est les recettes de la rente énergétique qui sont très clairement à hausse, même par rapport aux chiffres de l'année dernière. Mais après avoir dit cela, l'impact, il est quand même extrêmement fort pour certaines régions, comme Kaliningrad ou comme Tolyatti, qui traditionnellement est très lié au secteur automobile, pour ce dernier. Il est aussi diversifié en fonction des secteurs, et l'aéronautique est très touchée. On voit bien qu'il y a un problème dans la production des munitions, parce qu'il y avait des composantes étrangères. Donc il y a quand même un impact sur la restriction de cet effort de guerre. Je disais, la Russie est obligée d'aller chercher les munitions, les obus auprès de la Corée du Nord et de l'Iran. Et vous avez en partie des circuits parallèles d'importation qui se mettent en place, etc. Ça ne marche pas partout, ça ne marche pas sur tous les produits, sur toute la gamme. Pour certaines choses, la Russie arrive à trouver ou des producteurs, des fournisseurs alternatifs, pour d'autres pas. Donc aujourd'hui, en fait, pour évaluer un secteur, il faut vraiment aller regarder de près. Mais il y a quand même l'économie russe, les pronostics, là encore, sont extrêmement divergents. Évidemment, les plus optimistes, c'est les chiffres officiels russes, et les plus pessimistes, c'est les évaluations occidentales. Mais il y a quand même une chute du PIB qui est moindre de ce qu'on pouvait prévoir, mais à peu près sur l'année, la moyenne qui est donnée, c'est un moins 4%. Et la grande question qui se pose pour la suite, comment se développer dans ces conditions-là? Et on n'est pas au bout des sanctions non plus. L'embargo pétrolier doit être introduit, doit être fonctionnel avant la fin d'année. On va voir avec le plafonnement du prix du gaz si la Russie elle-même va continuer à livrer ou pas, ce qui va quand même couper et faire tarir la rente énergétique qui vient depuis l'Occident. Et la Chine et l'Inde, c'est très bien, mais en partie seulement, parce que la Russie vend avec une très grande remise. Ce n'est pas du tout le même niveau de revenus. Il paraît que le prix du pétrole vendu à la Chine, il est même moindre que celui du gaz turkmène. Donc, en étant acheteur monopole, quasiment, la Chine a toutes les possibilités, toutes les conditions
pour dicter les prix. Donc quand même beaucoup de vulnérabilité et les perspectives qui, je pense, sont assez sombres. Merci beaucoup. On va repasser de l'autre côté, si je puis dire. Cette Union européenne, Claude France, est-ce qu'elle n'est pas en train de connaître un basculement fondamental de son axe géopolitique ? Statistiquement d'ailleurs, si je puis dire, quantitativement, avec l'augmentation du nombre des membres d'Europe centrale et d'Europe du Nord, et puis ensuite surtout politiquement, par l'obsession russe, l'obsession de la défense, etc. Et dans ce tableau général, est-ce que la France ne pèse pas moins et ne pèsera pas moins ? C'est la question que nous posons. Pas forcément en l'exprimant, mais c'est évidemment la question et la réponse est ça a déjà eu lieu au cours des précédents élargissements. Si on passait à un élargissement qui inclut l'Ukraine et la Moldavie, sans parler des pays baltes, oui, bien sûr. Et la Suède et la Finlande. Et la Suède et la Finlande. C'est pas tout à fait le même tropisme, la Finlande. Non. Non. Mais oui, évidemment, ça fait statistiquement, économiquement. Et c'est pour ça que j'ai tellement parlé du projet initial. Je pense que c'est encore plus profond. C'est-à-dire que si on parle de politique étrangère et de sécurité, nous avons des États membres, et nous risquons d'en avoir davantage si les élargissements se produisent à assez court terme, des divergences sur est-ce que nous sommes là pour engager un combat, encore une fois, poursuivre un combat séculaire pour appauvrir le voisin qui est la Russie. Donc, est-ce que c'est notre ennemi séculaire ou pas ? Et je crois que ça va compter. Et c'est pour ça que l'idée de vote, encore une fois, vote à la majorité qualifiée dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, c'est vraiment une question très, très lourde. Cela dit, là aussi, si on fait des statistiques et de l'économie, il faut voir aussi qui sont les contributeurs nets. Dans tous les États membres dont on envisage l'adhésion, pour le moment, ce seront des gros bénéficiaires de l'Union européenne. Donc c'est tout le système, c'est tout l'équilibre budgétaire et financier de l'Union européenne qui est en cause. C'est pour ça que je parle de solidarité. C'est qu'il ne faut pas faire l'impasse en se disant désormais la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, si elles ne se comportent pas bien, sont au bord. Et puis le centre, il est ailleurs, il est plus à l'est. Parce que la solidarité, c'est quand même aussi qu'on s'appuie sur les capacités, pas seulement financières, aussi technologiques et aussi de défense des États membres qui se trouvent être à l'ouest de l'Europe et qui sont les États membres créateurs de l'Union européenne. Donc c'est un vrai sujet et je pense que c'est un sujet qu'il faut oser aborder avec nos récents États membres, nos plus récents États membres et même avec les futurs États membres. On ne peut pas envisager d'avoir une Union européenne qui ne servirait plus du tout les intérêts des États fondateurs. Deuxième élément, là aussi j'ai noté que le chancelier Scholz n'avait pas l'air de soutenir l'idée qui avait pourtant les faveurs de Berlin à une certaine époque de géométrie variable. Il a été assez dur sur ce que pourrait être l'éparpillement. Je crois qu'une solution, ça pourrait être effectivement des coopérations à géométrie variable et des coopérations renforcées dans un certain domaine. Je note par exemple que dans le domaine c'est assez technique, de cette taxe globale pour les entreprises, pour les grands groupes, la Hongrie s'y opposait, la coopération renforcée a été utilisée. Donc il y a des moyens pour corriger éventuellement, parce que je crois qu'on ne peut pas le faire, ne pas avancer sans corriger ça, ce qui serait une mise à l'écart, en fait, une minorisation des 4-5 pays de l'ouest de l'Europe, qui continuent à avoir quand même des capacités dont les autres ont besoin, en fait, pour servir la réassurance à laquelle ils aspirent. On parle beaucoup d'alliances de tous les côtés, mais où est passée l'organisation des traités de sécurité collective ?
Vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est on l'appelle aussi l'organisation du traité de Tachkent. Et en fait, c'est une organisation qui, à la base, se voulait un peu l'OTAN de l'Eurasie. Et cette organisation a joué un grand rôle au mois de janvier, alors qu'on pensait que c'était assez inefficace. C'est une organisation qui ne voulait pas se mêler ni voler au secours de l'Arménie dans la guerre du Haut-Karabakh, etc., qui restait assez à l'écart de plusieurs dossiers, hein, même s'il y avait des entraînements communs, des manœuvres communes organisées, même si la Russie fournit des armes à plusieurs membres, etc. Au mois de janvier, cette organisation est intervenue au Kazakhstan, et d'une manière, il faut dire, assez ciblée, assez intelligente pour sécuriser les sites sensibles, et ensuite elle s'est retirée. D'ailleurs, la Russie a cru que le Kazakhstan pouvait être un peu plus... remercier un peu plus la Russie avec une position différente sur l'Ukraine à la suite de cette opération, ce n'est pas le cas. Voilà, donc la grande question après la guerre en Ukraine, quel avenir attend cette organisation-là? Certains membres, surtout de l'Asie centrale, semblent y tenir parce que la grande préoccupation pour ces pays, c'est la situation en Afghanistan. Et donc une partie de coopération avec la Russie militaire passe aussi par cette organisation, sans parler du fait que probablement en cas de déstabilisation interne, comme c'était le cas au Kazakhstan, l'organisation pourrait voler au secours. Mais la Russie ne peut pas en faire non plus ce qu'elle souhaite. Elle a souhaité, par exemple, introduire le statut de l'État coordinateur au sein de cette organisation qui lui permettrait d'aller intervenir à l'étranger dans les opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Eh bien, cette position n'a pas du tout été soutenue par d'autres membres, y compris le Kazakhstan. Donc, l'avenir, je dirais, sur certains côtés, ça va continuer, cette coopération, et sur d'autres, plus politiques, etc., j'ai du mal à voir comment cette organisation pourrait un jour vraiment se transformer en OTAN eurasien. Alors, chacun son absence. Vous n'avez pas mentionné la communauté politique européenne. C'était ce que j'étais en train de me dire. Je me disais que je ne l'avais pas mentionné. Pourtant, je crois authentiquement que c'est une solution et que c'est une bonne solution. C'est une solution à quoi? C'est une solution au fait d'avoir dès maintenant, et je vois d'ailleurs qu'une date pour la première réunion est arrêtée le 6 octobre, je crois, d'avoir dès maintenant une communauté, un ensemble européen où on puisse discuter des sujets de stratégie, d'énergie, d'infrastructure, enfin, une liste de sujets qui est à établir par les États concernés. Et alors, on peut dire que c'est une vieille idée française, oui, il y a eu l'idée de la confédération, il y a eu des modalités de l'expression qui ont fait qu'elle est mort-née, mais qu'on est maintenant, étant entendu qu'on a très clairement dit que ça n'était pas une alternative à l'adhésion, ça n'était pas une manière de ne pas faire adhérer les États membres. La promesse est donnée, le processus suivra son cours selon les mérites de chacun, et par ailleurs, tout de suite, on peut avoir cette communauté qui inclut l'ensemble des candidats, et des candidats ou non candidats d'ailleurs, des États voisins intéressés, bien sûr Ukraine, Moldavie, aussi les États des Balkans occidentaux. La question a déjà été débattue pour la Turquie. J'ai l'impression qu'on est en train, à mon avis, heureusement, de s'orienter vers l'invitation de la Turquie. À voir si le Royaume-Uni sera intéressé. Ce qui, à mon avis, apporterait beaucoup d'ailleurs à cette communauté et au Royaume-Uni. Mais enfin, c'est un débat pour les Britanniques qui ne sera pas forcément immédiat. À mon avis, c'est pour plus tard. Mais donc ça donnerait la réponse à avoir une communauté en Europe qui peut discuter dès maintenant des sujets d'intérêt commun et qui du coup effectivement progressera de manière beaucoup plus prospère, si j'ose dire, vers ce que serait une communauté au moment où l'élargissement pourra se produire. Donc voilà, c'était un oubli gravissime. Non, mais on risque quand même d'avoir un petit problème dans une communauté qui proclamera une homogénéité artificielle entre l'Ukraine, les Balkans, la Grande-Bretagne, la Turquie et tutti quanti. Nous sommes les voisins sur,
je ne sais pas si les Britanniques considèrent qu'ils sont sur le continent. Enfin, c'est une question qui se pose en permanence. Mais bon, nous sommes des voisins et nous avons des intérêts communs de voisins. Il y a des sujets sur lesquels on n'aura pas d'accord, mais il y a des sujets sur lesquels on doit pouvoir avancer. Très bien. Tatiana, je vais revenir sur la Russie et, avec une question très vague. Je voudrais que vous me parliez, vous disiez quelques mots des relations entre le peuple russe et son armée, et ses armées à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous décririez cette relation avant la guerre? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que ce changement s'il y a un changement, est-ce que c'est porteur de quelque chose? Je suis désolé d'une question aussi vague, mais c'est quand même très mystérieux pour nous. Juste avant, je n'aurais pas réussi à un oubli quand je parlais de l'organisation du traité de sécurité collective. Il faut dire que l'Ukraine n'est pas un membre de cette organisation. Donc la question ne s'est pas posée d'une manière officielle si cette organisation pouvait envoyer des troupes, etc. La Russie aurait peut-être aimé. Et le Kazakhstan, il y a eu quelques déclarations qui allaient dans ce sens-là, qu'il n'est pas question que le Kazakhstan puisse envoyer des troupes dans le cadre de cette organisation-là en Ukraine. En tout cas, de toutes les manières, tous les pays de la CEI, je pense que le sentiment qu'ils partagent, c'est plutôt une neutralité de façade, mais avec une désapprobation pour certains pays grandissante de ce qui est en train de se passer en Ukraine. Sur le rapport entre la société et l'armée, c'est très intéressant parce que ces dernières années, avant le début de la guerre, la confiance des Russes en armée montait et d'une manière spectaculaire. Il y avait un moment où dans les sondages, l'armée est passée comme la première institution à laquelle les Russes font confiance, même avant le président Poutine. Et tout cela, c'était la suite des réformes qui ont été lancées, de l'opération évidemment extrêmement réussie, sans verser le sang en 2014, lors de l'annexion de la Crimée. L'opération militaire en Syrie y a contribué. Donc le peuple russe avait vraiment une confiance. Il y avait même, le ministre Shoigu disait qu'il n'a plus aucun problème pour les recrutements dans l'armée, pour les contractniks, les gens qui signent le contrat, qu'il n'y a pas de manque d'effectifs, etc. Ce qui s'avère d'ailleurs pas tout à fait exact parce que les témoignages aujourd'hui, c'est que l'armée russe est en sous-effectif, qu'il y a moins de personnes dans les bataillons que ce n'est affiché par les responsables. Et donc, cette confiance accrue fait que la population russe s'attend à des succès militaires, et notamment pour l'opération militaire spéciale. Les Russes ne parlent pas d'une guerre, donc les conscrits, normalement, ne doivent pas se retrouver dans l'armée. Et au début de la guerre, il y en a eu, et Vladimir Poutine a exprimé son mécontentement. Ensuite, bon, il y a des astuces pour faire passer les conscrits très rapidement en personnes qui ont signé le contrat, etc. Mais comment, en fait, ce qui est en train de se passer, notamment depuis le week-end dernier, comment la population russe, qui se désintéresse au fond de ce conflit aujourd'hui, qui est fatiguée, il y a beaucoup moins, il y a une fatigue de cette guerre d'Ukraine que l'opinion publique affiche, il y en a bien moins qui suivent ce qui est en train de se passer, d'où les images où il y a fois les scènes de liesse et de feux d'artifice à Moscou qui fêtent la journée de la ville, et la défaite militaire sur place, ce qui vaut aussi beaucoup de critiques à Vladimir Poutine. Comment les défaites militaires locales, ou s'ils se multiplient, s'ils sont vraiment persistants et systémiques, comment ça va affecter la relation, c'est en réalité une grande question. Et la question aussi, c'est sur le retour des combattants, ça rejoint la question que vous avez posée avant, ce qu'ils ont vécu, cet état d'impréparation, le manque d'équipement, le commandement qui est mal informé et qui informe évidemment par conséquent mal les troupes. Comment ce mécontentement va s'exprimer au sein de la société russe après le retour de tous ces soldats à la maison, un jour et l'autre ils retourneront, et quel compte ils vont demander au gouvernement pour le nombre de morts de leurs camarades, etc. Je suis beaucoup de chaînes Telegram, des voyants-corps, des correspondants militaires. Il y a quand même beaucoup de mécontentement, voire de colère qui s'accumulent. Donc ça peut être une bombe à retardement pour la société russe. Tout ceci devrait nous pousser, nous aussi, à nous poser des questions sur notre propre appréciation de la société russe et de la puissance russe, et en particulier de la puissance militaire.
souvenons-nous de ce qu'on racontait sur la puissance militaire effrayante de la Russie il y a 1 an et demi ou 2 ans ici. Mesdames, Messieurs, nous sommes absolument tenus par l'horaire parce que nous ne sommes pas seuls, comme vous le savez, en visioconférence. Donc nous allons arrêter là cette première partie. Merci beaucoup, mesdames. Et la deuxième partie va être ouverte avec Thierry de Montbrial et Ulysse Gosset. Merci beaucoup.